Axel Van Lander, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du Collège des psychologues de la SFAP. Pouvez-vous nous présenter le Collège des psychologues de la SFAP? Alors, ce collège a été créé en fait en 2004, donc c'est pas si ancien que ça. L'existence officielle reconnue par la SFAP, c'est 2004. Avec donc aujourd'hui 76 psychologues qui sont adhérents de la SFAP, mais aussi un collège qui représente l'ensemble des psychologues qui interviennent sur les équipes de soins palliatifs, qui elles-mêmes sont adhérentes de la SFAP. Alors, sur ce collège, donc des psychologues, qui a pour vocation de réunir l'ensemble des psychologues en soins palliatifs, on a développé un forum de discussion qui permet en fait à tout un chacun de discuter de sujets qui les concernent, avec Cyril Jantel et puis Stéphane Amar qui en sont les modérateurs. Quels sont les grands axes actuels de travaux du collège? On en a en fait plusieurs. Je crois qu'on en a deux vraiment qui sont importants. Ce qui apparaissait comme essentiel, c'est qu'en fait on crée un lien entre ce qui se passe en région, au niveau local, et puis ce qui se passe au niveau national. Et donc on a créé l'année dernière une coordination régionale avec pour chaque région 1 à 2 psychologues qui représentent leurs collègues et puis qui font un lien du coup avec moi, soit par mail, soit par téléphone, soit avec des réunions téléphoniques. Donc ça, c'était vraiment le premier axe, la première action importante au niveau du collège. C'était créer ce groupe pour faire un lien entre le local et le national. Aujourd'hui, ça représente en fait 26 coordonnateurs. Toutes les régions de France sont représentées, même la Réunion. Il nous reste en fait 4 régions où il faut qu'on organise encore les choses. Mais voilà, je crois que la coordination maintenant est bien posée et c'est quelque chose qu'on va continuer à développer l'année prochaine. Un des deuxièmes axes de travail du collège, c'est de créer un référentiel pour les psychologues en soins palliatifs. Et ça, c'est un gros travail. À l'heure actuelle, je crois que les psychologues ont besoin de resituer quelle est leur pratique, quelle est leur formation pour accompagner des patients qui relèvent de soins palliatifs, pour pouvoir accompagner les familles, réaliser des suivis de deuil. Et donc il y a tout un travail sur à la fois la formation, les compétences et puis les modes d'exercice, le positionnement du psychologue. Donc à l'heure actuelle, on a 2 groupes qui se réunissent régulièrement pour réaliser ce référentiel et j'espère qu'on pourra du coup le proposer l'année prochaine. Quel développement récent constatez-vous dans la psychologie en soins palliatifs? Alors, au niveau de la recherche en soins palliatifs menée par des psychologues, pendant un certain nombre d'années, les psychologues ont rejoint les médecins et les infirmières dans les travaux qu'ils pouvaient réaliser. Plus récemment, on a essayé d'avoir des travaux spécifiques à la psychologie. Et je crois que ça c'est important. À l'heure actuelle, par exemple, par rapport au débat sur l'euthanasie, que nous aussi on apporte un éclairage sur le vécu des patients et des familles, qu'on fasse entendre ce que les patients peuvent vivre au quotidien. Ces patients, on les entend dans le cadre des entretiens qu'on propose, en individuel ou en groupe, et c'est important qu'on puisse récolter ces informations pour pouvoir les analyser, les réfléchir et apporter une compréhension. Alors, je vais vous donner un exemple. L'année dernière, on a réalisé une étude sur la détresse des patients en fin de vie. Dans cette étude, qu'est-ce qui a pu déjà émerger en premier résultat? C'est que les psychologues perçoivent une détresse qui en fait diminue au fur et à mesure de l'avancée de la maladie. Et ça, c'est quelque chose qui nous a surpris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se pose la question d'une loi sur l'euthanasie en partant du principe que la souffrance est quelque chose d'inéluctable et d'indépassable. C'est pas ce qu'on entend dans les entretiens. Ces 26 psychologues qui ont participé à cette étude, en fait, dans leurs analyses, découvrent entretien après entretien une dynamique qui se met en place de résilience
de la maladie grave, de résilience identitaire. Et donc, il y a possibilité en fait de dépasser, de remettre en place une dynamique, vraiment au niveau des patients. Et je crois que ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que la détresse n'est pas quelque chose d'indépassable et d'inéluctable. Axelle Van Lander, merci. Merci.